Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à notre road trip au Portugal. Mais avant de commencer, vous avez dû certainement remarquer un petit logo en haut à gauche de votre écran. Il s'agit en fait de l'objectif que je me suis fixé, à savoir atteindre les 1000 abonnés. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes environ 530. Vous l'aurez donc compris, l'objectif c'est 1000. Alors mes chers amis, j'ai besoin de vous. On s'abonne, on partage et on clique sur la cloche des notifications. Nous avons fait un peu plus de 5000 km au total sur l'ensemble du séjour. Alors comment va se composer cette vidéo? Nous allons parler dans un premier temps du trajet dans son ensemble et de la consommation, de l'agrément, du confort et de la praticité, du maintien de voie que j'ai pu enfin essayer, des problèmes rencontrés sur le parcours, et nous finirons par les points positifs et négatifs avec ce véhicule sur ce type de trajet. Comme d'habitude, je donne un avis personnel. Le but, c'est d'être le plus objectif possible pour que les gens puissent avoir des infos en cohérence avec leurs usages. Lors de ma précédente vidéo, je vous avais présenté le parcours que nous allions utiliser et que nous avons utilisé. Je ne vais pas revenir dessus, évidemment. Je vous remets la vidéo en barre d'infos pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vue. Avant de démarrer, juste un petit rappel, je ne roule jamais en mode éco. Par contre, je respecte le code de la route. La clim à fond si nécessaire, nous étions 4 dans le véhicule et chargés à bloc pour l'occasion puisque nous partions en vacances. Allez, on commence avec la portion Rouen-Tours qui représente environ 280 km. Nous avons consommé environ 5 litres. Ensuite, nous avons attaqué l'autoroute A10 à partir de Tours et nous sommes passés par Angoulême, c'est une 2x2 voies à 110. Pour le reste, c'est de l'autoroute à 130 jusqu'au Leclerc, Durung, où nous avons profité d'un arrêt pour refaire le plein du véhicule, après avoir parcouru environ 788 km et consommé 5 litres de moyenne sur cette portion. Je vais tout de suite anticiper la question, pourquoi avoir refait le plein en France et pas en Espagne? Alors en fait c'est assez simple, il faut savoir qu'en Espagne et au Portugal, le samplon 95 E10 n'existe pas, en tout cas j'en ai pas vu, ils sont en 95 ordinaire, et comme à ce moment-là il était plus cher que notre 95 E10, j'ai préféré refaire le plein en France. Je referme donc cette parenthèse. Après avoir parcouru environ 1110 km, nous avons fait une halte à Palencia pour passer la nuit. Et sur cette dernière portion, nous avons consommé environ 5 litres 4. Effectivement, la traversée des Pyrénées nous a fait un peu consommer, mais ça reste quand même correct. Nous sommes repartis le lendemain matin vers 8 h, avec une seule pause pour déjeuner et refaire le plein à Villa de los Barros, au nord de Séville. Nous avons consommé sur ce parcours 5,3 litres au 100, comme vous pouvez le voir à l'écran. Après avoir refait le plein, nous sommes repartis pour la dernière ligne droite jusqu'à Quarteira, au Portugal. Autant vous dire que sur cette dernière portion, j'ai mis les gaz avec une conduite quelque peu erratique, faut le reconnaître, mais malgré tout, sans réelle conséquence, puisqu'au niveau de la consommation, elle est passée de 5,3 à 5,7, donc ça va. L'hybride est souvent décrié pour ses consommations soi-disant importantes sur autoroute, et vous pouvez constater par vous-même que ce n'est pas forcément le cas. Passons maintenant à l'agrément et au confort. Et honnêtement, on peut dire que ça le fait, nous n'avons pas été cassés, le véhicule est confortable. Malgré que ce véhicule est sur une base du segment inférieur, je rappelle que l'Arcana est sur le châssis du Captur. Ce véhicule n'est pas hybride que dans la motorisation, puisqu'ayant un habitacle à peine plus grand que celui du Captur, le véhicule possède un coffre digne du segment supérieur, sans la roue de secours évidemment. Pour rappel, 480 litres. Pour comparaison, une Passat Break GTE c'est 483 litres, ou encore une Mégane Estate PHEV c'est 447. J'en avais déjà parlé lors d'une vidéo dédiée, je vous la remets en barre d'infos si besoin. Alors avec 2 enfants, c'est jouable, nous avions la glacière à l'arrière entre mes 2 filles et 2-3 bricoles au pied. Par contre avec 4 adultes, suivant ce que vous prenez, il faudra peut-être prévoir soit un coffre de toit ou bien un coffre sur attelage, mais pour ça il faut avoir un attelage. Mais si je devais choisir entre les deux, je pense que je choisirais le coffre sur attelage, plus grand, plus facile à démonter et surtout il y a beaucoup moins de résistance à l'air du fait de sa position à l'arrière du véhicule, à l'image d'une remorque, mais sans la flèche. En revanche, on pourra reprocher à l'Arcana de ne pas avoir de boîte à gants réfrigérée. Le véhicule est équipé de 4 prises USB type B, 2 à l'avant et 2 à l'arrière, et de 2 prises 12 volts, une à l'avant et une à l'arrière. Par contre, pas de prise 12 volts dans le coffre, et ça c'est bien dommage. Avant d'évoquer les soucis rencontrés avec le véhicule, j'aimerais vous parler de la technologie du maintien de voie, car en effet, je ne l'avais pas encore utilisé, c'était donc l'occasion.
Le maintien de voie sur Arcana fonctionne très bien, sans va-et-vient de gauche à droite, le véhicule reste bien centré dans la voie, couplé au régulateur de vitesse auto-adaptatif, et vous avez là un super combo. Il faudra tout de même garder les mains sur le volant, législation oblige. Si vous enlevez les mains, au bout de quelques secondes, un message apparaît au tableau de bord, et si jamais vous décidez quand même de ne pas remettre les mains sur le volant, un deuxième message apparaît, cette fois-ci en rouge, et ensuite le maintien de voie se déconnecte automatiquement par mesure de sécurité, et il faudra donc le réarmer. Je trouve cet équipement particulièrement intéressant, surtout lors des balades, où vous êtes un peu moins attentif à la route. Cela permet de corriger quelques maladresses en évitant tout simplement de se retrouver soit dans le fossé ou bien sur la voie d'en face. Passons maintenant aux problèmes rencontrés, à commencer par la remise à zéro du compteur journalier ainsi que la conso. C'est arrivé une semaine avant le départ, sans avoir le temps de pouvoir passer par la case atelier pour régler ce problème. Bref, quelques jours après cet incident, le véhicule m'a proposé une mise à jour sur la tablette principale. J'ai donc accepté celle-ci et bizarrement depuis, je n'ai plus jamais rencontré le phénomène de remise à zéro. Je sais pas s'il y a un lien de cause à effet, toujours est-il que depuis, plus de soucis. Deuxième problème rencontré, cette fois-ci à l'allée au niveau d'Angoulême, le voyant de la pression des pneus qui s'allume, accompagné d'un message « Gonfler pneus et réinitialiser ». Quand ça vous arrive sur autoroute, et c'était le cas, autant vous dire que c'est un petit peu la panique, surtout que j'avais pris le soin avant de partir de réajuster la pression des pneus. Alors, tout de suite, j'ai pensé à une crevaison lente. Bref, nous devions nous arrêter de toute façon, ce qui m'a permis de contrôler à l'aide d'un petit appareil acheté quelques jours auparavant sur Amazon. Le voici, il s'agit d'un gonfleur portable, très pratique, avec une bonne autonomie et qui vous permet de gonfler si nécessaire jusqu'à 6 roues avec une seule et même charge. Mais également, si vous êtes à court de batterie, ça peut également servir de powerbank. Allez, revenons à la crevaison fantôme. Pas de soucis, j'ai réinitialisé l'ordinateur de bord et tout est rentré dans l'ordre. Le voyant de la pression des pneus est réapparu 15 jours après, lorsque nous remontions vers le centre du Portugal, et là encore, aucune crevaison de constater. J'ai donc réinitialisé l'ordinateur de bord, et depuis, plus de soucis. Autre problème, on va plutôt parler de phénomènes désagréables. Vous êtes d'ailleurs quelques-uns à m'avoir interpellé sur le sujet. Il s'agit en fait des montées en régime du moteur, quelquefois inutiles, notamment en région un peu montagneuse, ou encore dans certaines côtes. J'ai été quelquefois confronté à ce phénomène, rien de dramatique en soi, mais pas très agréable quand même. Clairement, il faut que je fasse cette mise à jour SWD40 afin de corriger ce phénomène. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous la mets en barre d'infos si nécessaire. Passons maintenant à la conclusion, et qu'est-ce qu'on doit retenir de ce véhicule sur ce type de parcours? J'avais déjà donné un avis sur l'usage de ce véhicule au quotidien, et lors d'un voyage d'environ 900 km, Rouen-Alès. Alors on va commencer par les points positifs. L'agrément de conduite, le confort en règle générale, le silence à bord, une consommation bien maîtrisée et de nombreux roulages en 100% électrique, et c'est très agréable. Les points négatifs, pas de boîte à gants réfrigérée, pas de prise 12 volts dans le coffre, pas de capteur de pression précis sur chaque roue, et quelques rangements supplémentaires n'auraient pas été un luxe. Pour finir, les quelques montées en régime du moteur, mais qui devraient être réglées lors de la future mise à jour du calculateur. Je vous redirai tout ça, bien entendu. Voilà pour les points positifs et négatifs, je rappelle que c'est un avis personnel, c'est peut-être pas le vôtre. Mais en tout cas, le véhicule fait très bien le job et c'est ce qu'il faudra retenir de cette expérience. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, un petit pouce, portez-vous bien, à bientôt.